Bonjour, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le prophète miraculé, alors évidemment on a laissé avec ces chaînes production le mystère perdurer pendant plusieurs semaines. On l'a annoncé notamment sur Facebook. Cette nouvelle vidéo, le prophète miraculé, évidemment ça a dû cogiter un petit peu de votre côté. Vous avez dû vous dire, mais de quel prophète s'agit-il? Pourquoi un prophète miraculé? Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle conversion, dit Teru Holloway? De quoi s'agit-il exactement? En fait, le titre est un peu inspiré du livre, du roman de Mongo Betty, Le Roi Miraculé, mais c'est juste simplement pour la sonorité et parce que pour l'élégance du titre, mais ça n'a rien à voir avec le contenu du livre de Mongo Betty. En fait, au sein de la communauté africaine renaissante, nous avons forcément chacun d'entre nous des personnages historiques que nous affectionnons particulièrement parce qu'ils correspondent peut-être à des choses qui nous touchent dans leur biographie, dans leur prise de position et dans le destin qu'ils ont connu. Alors beaucoup d'entre eux sont devenus des ancêtres, et moi, parmi les différents, je les appellerai prophètes, mais le terme, il n'est peut-être pas adapté, mais j'ai utilisé dans le titre le terme prophète parce qu'il est connu par beaucoup de monde, et il peut permettre, entre guillemets, de ratisser large. En fait, il y a un personnage à mi-chemin entre le statut de personnage historique et à mi-chemin entre le statut je ne dirais pas de prophète, mais de grand esprit, c'est celui, bien sûr, d'Osiris. Osiris, le dieu égyptien. Et c'est vrai que lors de mes visites, l'une de mes visites au musée du Louvre, j'avais eu l'occasion de me trouver dans la salle des antiquités égyptiennes en face d'une sculpture représentant Osiris. Et comme par hasard, elle était dans un endroit pas très bien éclairé de cette grande salle du Louvre, parmi les salles réservées aux antiquités égyptiennes. À ce moment-là, d'ailleurs, l'aile du musée du Louvre qui était consacrée aux antiquités égyptiennes s'appelait l'aile vivante de nom. Je crois que ça n'a pas changé, du nom de ce grand dessinateur français qui a si bien dessiné d'ailleurs le Sphinx. Et on se souvient de ce que Vivant de Nom disait sur l'africanité du Sphinx qu'il avait eu l'occasion de dessiner. Et donc, je me trouve donc dans cette grande salle face à une vitrine très mal éclairée, à la différence du reste de la salle, et je me trouve en face, presque par hasard, d'une sculpture d'Osiris, et où on retrouve bien effectivement l'aspect bienveillant de ce dieu, et aussi son caractère proprement africain. Et je n'avais jamais eu l'occasion d'être confronté à une sculpture aussi ancienne et représentant un personnage aussi important d'un point de vue spirituel, avec un phénotype, avec un visage proprement africain qui pourrait ressembler à celui de gens de notre famille. Alors d'abord, qui était Osiris, ce premier, entre guillemets, prophète dont nous allons parler aujourd'hui? Et je peux parier d'ailleurs que le dénouement de notre histoire d'aujourd'hui, il est tout à fait impossible à deviner à ce stade de l'émission. Alors, qui était Osiris? Osiris, son ancienneté, selon Nusere Kalala Omotunde, remonterait à 11 716 avant notre ère. Pour être précis, il y a d'autres sources qui sont des sources beaucoup plus mainstream, un peu courtes, une chronologie courte qui nous renvoie à 4473 ans avant notre ère. Quant à Omotunde, il se basait surtout sur le temple d'Abou Simbel consacré à Osiris pour affirmer les chiffres en question, aussi anciens. Quoi qu'il en soit,
le personnage d'Osiris est un personnage particulièrement ancien. Quelle est sa spécificité? En fait, Osiris était l'époux d'Isis et le père de Horus. Donc avec cette trinité, cette première trinité, nous avons déjà, enfin cette première trinité parmi les plus connues, nous avons déjà une famille complète en fait. Donc le père, Osiris, la mère Aset ou Isis et le fils Horus. Donc avec une vocalisation proprement africaine, nous avons plutôt Waziré plutôt que Osiris. Osiris c'est l'hellénisation, cette façon qu'avaient les Grecs d'helléniser, de rendre conforme à la prononciation grecque, en fait des noms qui n'étaient pas grecs, mais des noms qui étaient donc égyptiens ou africains, en l'occurrence. Et donc Waziré, donc Assata et Héros. Donc Osiris était roi d'Égypte, roi de Kémet, donc, et il avait un projet. Son projet était d'initier l'humanité à une meilleure façon de vivre. C'est ainsi qu'il entreprit donc un périple dans le monde connu, où il fut des fois avec sa suite confronté à des peuples très hostiles, hein, des peuples très violents, et un peu comme les Africains ou les descendants d'Africains aujourd'hui, il y avait cette façon de pacifier les peuples avec la musique. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir sur YouTube, par exemple, le concert de George Duke, le grand chanteur et musicien africain-américain dans les années 80, je crois que c'était en 1983 au Japon. Bah, les Japonais devenaient fous, ils ne comprenaient pas forcément les paroles chantées en anglais par George Duke, un chanteur de funk, de funk, et en fait les Japonais étaient complètement électrisés, étaient complètement fascinés par la sensualité, mais aussi par la gaieté et la célébration de la vie propre à la musique des Africains et des Afro-descendants. À peu près à la même époque, le groupe congolais Zaiko Langa Langa a connu le même succès d'ailleurs que George Duke au Japon. Et donc, ces deux exemples suffisent à eux seuls à rendre compte de la capacité de fascination qu'exerce la musique des Africains et des Afro-descendants sur les différents peuples du monde, et dans le sens quelquefois d'une plus grande sympathie et d'une plus grande d'une vibration très haute, hein, comme on dit aujourd'hui. Et donc, Osiris, avec sa suite, procédait de la sorte. Quand ils avaient affaire à des gens très belliqueux, eh bien, ils se mettaient à jouer une musique tout à fait extraordinaire et les peuples étaient tout de suite rendus à des meilleurs sentiments. Alors, quel était le projet d'Osiris? C'était que l'humanité puisse abandonner des pratiques jugées barbares telles que le cannibalisme. Il a aussi introduit, il est réputé pour avoir introduit le fait de planter la vigne et de cultiver la vigne dans différentes contrées, et aussi les jus de fruits, etc. Et donc, dans les textes égyptiens de la période pharaonique, Osiris est appelé le Grand Noir, donc Khem-Ur, mais aussi Wu-Nefer, c'est-à-dire l'être perpétuellement bon. Et donc, c'était une divinité qui symbolise la bonté et la bienveillance. Malheureusement, pour lui, Osiris avait aussi un frère qui était jaloux de lui, qui s'appelait Seth, donc, ou Souté. Et donc Souté était jaloux de Waziré, donc d'Osiris, et il va le piéger. À l'époque, le fait d'offrir un cercueil pour les anciens Égyptiens qui vénéraient la vie après la vie, c'était pas quelque chose de choquant ni de malveillant. Et donc, il va offrir un cercueil à Osiris. Celui-ci va l'essayer, et Souté va en profiter pour le piéger et ensuite l'agresser et découper son corps en morceaux qu'il va éparpiller à tous les coins du royaume d'Égypte. Et c'est
la grande inauguratrice de la magie, c'est-à-dire l'épouse du défunt Osiris, qui par la magie va reconstituer son corps morceau par morceau et lui redonner vie. Et c'est dans la philosophie, dans la cosmogonie égyptienne de la période pharaonique, eh bien c'est Osiris qui va régner au royaume des morts et qui va présider ensuite au jugement des âmes des défunts. Donc on voit à quel point Osiris est un personnage tout à fait positif. Alors selon les différentes manières de représenter Osiris dans les peintures égyptiennes des temples, il est parfois représenté en vert, parce que le vert symbolise le renouveau par le renouveau aussi de la nature, donc la renaissance, voilà. Et il est aussi représenté en noir, et donc le noir, ça peut aussi être en rapport avec la couleur de peau de nombreux habitants d'Égypte à cette époque. Donc en noir charbon, il est parfois représenté en noir charbon. Et la sculpture manifestement d'Osiris qui se trouve au musée du Louvre et celle que j'avais vue, eh bien, il ressemble avec le teint acajou. Il a le teint acajou très caractéristique de beaucoup d'Africains aujourd'hui et des traits proprement africains. Quant à son frère Seth, il est représenté avec un teint très pâle. On dit aussi de Seth qu'il n'est pas fertile. Voilà, et qu'il symbolise aussi le désert dans son infertilité. D'ailleurs, Seth n'aura pas d'enfant. Il aura une femme, mais il n'aura pas d'enfant. Donc, Cheikh Anta Diop, qui est un très grand historien africain, que vous connaissez sans doute tous et toutes, Cheikh Anta Diop, s'agissant de la civilisation égyptienne que nous admirons beaucoup, disait que, il disait, je le cite, « Je n'ai pas cherché à déifier l'Égypte, ce qui m'intéressait, c'était de retrouver le fil qui nous reliait à nos ancêtres les plus lointains. Voilà, c'était tout. » Effectivement, dans certains de ses écrits, Cheikh Anta Diop a dit aussi que les Égyptiens n'étaient pas parfaits. Les Égyptiens qui étaient des Africains, donc de la période pharaonique, n'étaient pas parfaits. Les Égyptiens avaient des tares. Par exemple, quand ils rencontraient un roux, à une certaine époque, ils le massacraient systématiquement. Au cours d'un cours aussi de l'Institut Africa Mahat, j'ai eu l'occasion de suivre le cours du professeur René-Louis Parfait-Étilé, durant lequel il disait qu'il est, d'après ses recherches et d'après ses déductions, il était fort possible que Seth Souté était en fait un albinos. Personnellement, je n'en sais rien. C'est une hypothèse de travail et je pense que quand le professeur René-Louis Parfait-Étilé l'a évoqué, c'était peut-être sous la forme d'une hypothèse de travail. Ce n'est pas forcément une certitude. Faut-il penser que la façon dont sont traités très cruellement les albinos africains dans de nombreuses communautés traditionnelles d'Afrique serait due à ce préjugé entourant le personnage de Seth dans l'Afrique ancienne, personnage donc symbolisant en fait la jalousie par rapport à Osiris, le dieu bienveillant. Maintenant, si on revient toujours sur l'Égypte antique, le personnage de Seth dans la spiritualité égyptienne ne peut pas être apparenté au personnage de Satan dans le christianisme et dans les religions abrahamiques, parce que Seth ne symbolise pas le mal absolu. Seth peut évoquer aussi, dans certaines circonstances, le mal nécessaire, notamment lorsqu'il y a des conflits armés avec des puissances extérieures. Le mal nécessaire, parce que la guerre pour les Égyptiens était une abomination, mais il fallait bien prendre les armes lorsqu'il s'agissait de défendre les frontières du pays. Et c'est là qu'on faisait appel au dieu Seth qui symbolisait le mal nécessaire. Et Seth, sur la barque du dieu Ra, c'est lui qui frappe, qui est à l'avant de la barque du dieu Ra pour frapper le serpent Apophis avec un harpon. Et c'est le serpent Apophis qui symbolise le mal absolu.
Donc le personnage de Seth est très ambivalent et à aucun moment on ne peut le comparer au Satan de la Bible, par exemple, qui lui incarnerait le mal absolu. Donc c'était juste pour faire cette précision. Quoi qu'il en soit, le journal en ligne spécialisé en recherche scientifique africaine, l'ISAPO Yakama, a effectivement, à ce propos, écrit un article très intéressant en incitant les Africains à protéger les albinos et en pointant du doigt cette situation qui peut sembler tout à fait paradoxale, le fait que les Africains, encore aujourd'hui, partout dans le monde, soient très souvent victimes d'exactions basées sur le préjugé de couleur, sachant que dans de nombreuses parties de l'Afrique, notamment au Malawi, en Afrique donc australe, au Malawi, les albinos, mais aussi dans d'autres pays d'ailleurs, les albinos africains sont traités de façon scandaleuse, ils sont agressés, quelquefois pour des raisons mystiques, ils sont harcelés durant leur cursus scolaire, à tel point qu'ils n'arrivent pas forcément à faire un cursus scolaire complet, ce qui fait en sorte qu'ils sont exclus, sans compter les difficultés qu'ils rencontrent bien sûr du fait de leur manque de mélanine, et ils sont obligés aussi de subir les brûlures du soleil, et sans bénéficier de crème solaire, ils peuvent avoir une existence très courte. Alors évidemment, si on ajoute à cela les harcèlements, les crimes, les meurtres commis, les agressions pour prélever des membres à des fins mystiques, nous voyons là véritablement qu'il y a un souci. D'où cet article des chercheurs du groupe l'ISAPO Yakama, donc journal en ligne, après avoir fait un rappel de la philosophie égyptienne de la période pharaonique avec les différentes codes couleurs, de nous inciter bien sûr à protéger les albinos. Et il y a justement, à propos des albinos, il y a un personnage historique de la communauté afrodescendante que j'apprécie particulièrement. J'en parle dans mon livre La lumière, la vraie, aux éditions Afrocentricity International. C'est le personnage beaucoup plus récent, du coup, de Malcolm X, qui a un parcours complètement prophétique. Et alors l'ironie du sort, on va d'abord nous rappeler qui était effectivement Malcolm X. Malcolm X est né en 1925 aux États-Unis d'Amérique, donc il appartenait à la communauté africaine-américaine, et son père et sa mère faisaient partie de l'organisation de Marcus Garvey, et son père et sa mère furent souvent harcelés par les groupes suprémacistes blancs qui sévissaient à l'époque. C'est pour ça qu'ils ont déménagé plusieurs fois, notamment ils ont été dans le Midwest, et dans le Midwest, il y avait The Black Legion, je crois, qui était une autre organisation suprémaciste blanche, aussi redoutable que le Ku Klux Klan du Sud. Le père de Malcolm X fut manifestement assassiné par des suprémacistes blancs. Il fut poussé sous un tramway. Et son corps, d'ailleurs, à cette occasion, fut coupé en deux. Et aujourd'hui, nous considérons ce genre de crimes comme des crimes innommables et symptomatiques de la barbarie de certains groupes humains. À la limite, pourquoi pas. Mais c'est exactement ce que les Africains font subir aux albinos blancs d'Afrique. Enfin, je généralise bien sûr, il y a des communautés africaines qui ne portent aucunement atteinte aux droits des albinos et qui les traitent décemment et même plus que ça. Mais il y a aussi des cas où les albinos sont tués à la naissance. Et donc, afin que nous soyons cohérents dans notre vision humaniste du monde, il importe que nous puissions faire cette opération qui consiste à balayer devant sa porte. Et j'espère que nous ne le ferons pas que pour sauvegarder notre réputation, nous le ferons aussi par pure humanité,
Euh, et donc Malcolm X était roux justement. Malcolm X avait le teint clair. Et si vous voyez la photographie euh, de Malcolm X à l'écran, actuellement, vous allez constater que dans de nombreux pays d'Afrique, euh, il aurait pu être harcelé du fait de son apparence physique. Et c'est pour ça que s'agissant de Malcolm X, qui prêchait l'égalité raciale, qui a défendu sa communauté au sein de la nation de l'islam et ensuite au sein du mouvement qu'il a créé en 1964 en quittant la nation de l'islam, eh bien Malcolm X, s'il était né dans une famille africaine au Malawi, avec le phénotype, enfin l'apparence physique qu'il avait, il aurait pu être tué, ou même dans d'autres communautés d'Afrique centrale, il aurait pu être tué à la naissance. C'est pour ça que je parle de prophète miraculé. Heureusement, Malcolm X est né dans une communauté où il n'a pas été... En fait, certes, les Noirs étaient persécutés en Amérique et son père l'a été. Et donc on voit à quel point ces obsessions coloristes empoisonnent l'humanité. Et il est vraiment très important que chacun puisse balayer devant sa porte. Et c'est pour ça que moi, je me sens personnellement interpellé par cette situation que vivent beaucoup d'albinos en Afrique. Ils ont plus besoin de notre bienveillance sans vouloir jouer, sans vouloir, comment dirais-je, faire des leçons de morale. Ils ont plus besoin de notre bienveillance que de notre intolérance. Et, et Malcolm X est un grand prophète, je mets le mot prophète entre guillemets, à l'instar de Waziré, à l'instar d'Osiris. C'est un prophète de l'époque moderne, quelque part, puisque son parcours est admirable, malgré forcément certaines imperfections. Euh, mais il, il a eu plusieurs périodes dans sa vie. Il a eu celle de la nation d'islam. Euh, à la différence de Martin Luther King, il ne prêchait pas la non-violence de façon aveugle, mais en même temps, euh, au sud des États-Unis, dans des États comme l'Alabama, malgré le fait que les Noirs étaient très nombreux, s'ils avaient eu une attitude de rébellion armée, vu le nombre de milices blanches surarmées et vu le racisme des forces de police, ils auraient été copieusement massacrés. Donc il faut aussi voir l'approche de Martin Luther King non violente comme une question de stratégie. Et donc à la fin de sa vie d'ailleurs, Malcolm X, après avoir quitté la nation de l'islam, a rencontré Martin Luther King. Et il est assez intéressant de savoir que c'est au moment où ils ont élargi la lutte que l'un et l'autre, en 1965 pour l'un et 1968 pour l'autre, se sont fait assassiner. C'est au moment où Martin Luther King dénonçait la guerre au Vietnam, au moment où il a essayé d'élargir la lutte, qu'il s'est fait assassiner. Et c'est bien après avoir quitté la nation de l'islam, mouvement hyper radical, que Malcolm X, devenu beaucoup plus indépendant dans sa pensée et dans son positionnement, s'est fait lui aussi assassiner. Et donc, encore une fois, il est incroyable de penser que dans certaines communautés d'Afrique, Malcolm X n'aurait pas pu vivre longtemps, car il aurait été agressé du fait de son apparence physique. En Égypte antique, peut-être à une certaine époque, en tant que roux, il aurait été purement et simplement massacré. Donc je pense qu'il y a un travail que nous devons faire sur nous-mêmes. Il est toujours confortable d'imaginer nos sociétés anciennes ou nos sociétés traditionnelles comme des sociétés parfaites. Mais je pense que si elles sont parfaites, si nous sommes parfaits, nous n'avons qu'un travail à faire sur nous-mêmes. Et je pense que quelque part c'est désespérant d'être parfait. Parce qu'il n'y a aucun challenge à relever, il n'y a aucun travail que l'on peut faire sur soi-même. Donc je suis d'accord avec
le mot d'ordre du journal scientifique l'Isapo Yakama, il faut protéger les albinos. Afin de ne pas rester sur une note sévère, négative et même déprimante, à l'occasion de la journée du 13 juin prochain, qui est la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, j'ai pu réaliser un entretien aujourd'hui avec une sœur très active qui se trouve en Côte d'Ivoire et qui dirige une association qui s'appelle Albinos J'assume. Il s'agit de Asana Bakayoko. Il faut savoir que elle est elle-même atteinte, enfin, elle souffre elle-même de cette maladie, l'albinisme. Apparemment, elle le vit très bien. C'est une personne très dynamique et j'ai pu bénéficier au cours de cet entretien de très bonnes vibes. Elle est vraiment dans la pensée positive. D'ailleurs, la situation des albinos en Côte d'Ivoire est beaucoup moins préoccupante que dans d'autres pays d'Afrique. Mais ça ne veut pas dire que tout est parfait, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc, pourquoi Asana Bakayoko a-t-elle créé cette association, l'association Albinos J'assume en 2019 ? Le but de l'association, clairement, c'est la mission de promotion des personnes qui vivent avec l'albinisme. C'est-à-dire qu'il faut valoriser leurs droits au niveau de la santé et de l'éducation. Donc évidemment, l'ennemi, et je mets ennemi bien sûr entre guillemets, l'un des ennemis principaux des personnes souffrant d'albinisme, c'est le soleil. Surtout un soleil qui est omniprésent dans nos pays d'origine. C'est ainsi que la fédération qui organise l'ensemble des associations venant en aide aux personnes souffrant d'albinisme en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a le tissu associatif autour de ce thème est très dense en Côte d'Ivoire, hein, et ça c'est plutôt positif. La fédération qui organise des associations est en contact avec la fondation Pierre Fabre qui a mis à disposition de nombreuses personnes des crèmes solaires qui les gracieusement et qui leur permettent de se protéger contre les effets du soleil. Il y a aussi un besoin essentiel, m'a dit aujourd'hui Madame Bakayoko pour les personnes albinos, ce sont les lunettes évidemment. Et donc moi je lui ai posé la question de savoir quel est le rôle que jouent les autorités politiques dans l'amélioration des conditions de vie des personnes albinos en Côte d'Ivoire. Et elle m'a répondu qu'il y a un programme d'éducation inclusive qui concerne d'une façon plus générale les personnes souffrant d'un handicap, et les personnes albinos bénéficient de ce programme du fait de leur handicap. Alors, ce programme d'éducation inclusive est aussi doublé, si je puis dire, par un recrutement dérogatoire, notamment dans la fonction publique. C'est-à-dire que les personnes qui souffrent d'un handicap, l'albinisme en fait partie, ont accès à des emplois dans la fonction publique sans concours. C'est ce qu'on appelle, d'une façon un peu, j'aime pas tellement le terme, mais c'est une sorte de discrimination positive. Mais c'est vrai que quand des personnes sont discriminées ou sont handicapées, il importe de leur donner un coup de pouce pour qu'elles puissent s'intégrer plus facilement dans la communauté. Et moi, je trouve ça tout à fait normal. Quand il y a une situation de déséquilibre, il faut intervenir, l'État et les pouvoirs publics doivent intervenir pour corriger ce déséquilibre. Alors, il ne faut pas en déduire pour autant que la situation des albinos en Côte d'Ivoire est géniale. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Mme Bakayoko me disait que l'intégration des albinos dans la fonction publique en Côte d'Ivoire est faible, malgré ce dispositif, parce que beaucoup d'albinos, malheureusement, font une scolarité chaotique. Beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à avoir le niveau requis pour occuper certains emplois dans la fonction publique. Et pourquoi n'arrivent-ils pas à effectuer une scolarité normale ? C'est aussi parce que certains parents les surprotègent. Les surprotègent parce qu'ils ont peur que les enfants se fassent agresser, tout simplement.
Donc en les empêchant, il les surprotège en les empêchant de sortir. Mais il y a aussi des fois l'incompréhension des parents, parce que les parents ne se rendent pas compte que les échecs scolaires ou les difficultés d'apprentissage des enfants albinos sont dus à leur vision déficiente. Parce qu'ils ont aussi un problème, pour certains d'entre eux, ils ont aussi un problème de vision, de vue défaillante. Donc évidemment, ça gêne leur parcours scolaire, forcément. J'ai aussi posé à Madame Bakayoko une question concernant l'attitude des autorités religieuses, que ce soit les autorités religieuses traditionnelles africaines et les religions comme le christianisme et l'islam, qui mettent souvent l'accent dans leurs principes sur la bienveillance envers autrui. Alors comment ces spiritualités et religions en Côte d'Ivoire abordent-elles, je vais poser la question, abordent-elles la question de la protection des albinos? Et Madame Bakayoko m'a répondu que, hélas, les religions ne prennent pas en compte l'handicap en général. Ça ne fait pas partie de leurs préoccupations. Les religions prennent en compte essentiellement des questions de manque d'argent et de pauvreté. Mais elles n'ont pas encore émis une réflexion intéressante, ou une réflexion tout court, sur cette problématique du handicap en général et de l'albinos en particulier. Alors évidemment, à la fin de notre entretien, je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qui pouvait faire changer les mentalités. Et elle m'a dit, c'est notamment le fait de voir des personnes albinos dans les médias, de les voir animer des émissions populaires. Elle m'a cité le cas d'une personne qui anime une émission très populaire. Alors évidemment, ça joue forcément sur la perception du grand public de l'albinisme. De voir des albinos, des personnes en proie à l'albinisme, et bien de les voir à l'école ou au bureau effectuer des tâches avec beaucoup de professionnalisme, tout ça, ça aide forcément à changer les mentalités. Et c'est vrai aussi que le recrutement dérogatoire sans concours promu par l'État porte petit à petit ses fruits. Et donc, je lui ai demandé comment elle avait eu l'idée de créer sa fondation. C'était du fait de son handicap personnel, puisque Madame Hassana Bakayoko est elle-même albinos, et elle a été la présidente d'une association internationale dans sa branche ivoirienne, et en tant que femme albinos, elle s'est dit, puisque je suis pionnière à ce niveau-là, je suis l'une des premières albinos à occuper un poste de direction d'une association internationale dans sa branche ivoirienne, pourquoi ne pas créer une association destinée aux albinos et à leur venir en aide de différentes manières. Voilà. Donc, son association Albinos Assume, pour le moment, est encore une association de fait. Elle n'a pas encore obtenu l'agrément depuis 2019 permettant d'avoir l'existence, étant le fait d'être une association reconnue personne morale, mais ça viendra, on veut bien y croire, et c'est vrai que dans nos pays, ce genre de démarche prend parfois du temps. En tout cas, la situation de la Côte d'Ivoire est pleine d'espoir. Et finalement, au fur et à mesure de notre conversation, j'ai compris que la Côte d'Ivoire peut peut-être servir d'exemple, malgré quelques imperfections ici et là, mais peut servir d'exemple auprès d'autres pays africains où la situation des albinos est beaucoup plus préoccupante. Évidemment, le cas malheureusement le plus dramatique étant celui du Malawi. Et donc j'espère que maintenant cette journée du 13 juin, ça a lieu tous les ans, de sensibilisation à la question de l'albinisme vous sera un peu moins étrangère. Et encore une fois, il ne s'agit pas de venir avec mes gros sabots et de jouer les donneurs de leçons. Quand je parle de sensibilisation à la question de l'albinisme, je fais référence à ma propre ignorance et à ma volonté de changer les choses à mon petit niveau. C'est juste ça, il ne s'agit pas de donner des leçons, mais il s'agit, pour l'ensemble de la communauté, de ceux qui se disent panafricains et peut-être même Camite Renaissant, de faire un travail sur nous-mêmes, et peut-être c'est de cette façon que nous grandirons encore plus
dans Mahat, qu'on peut appeler l'harmonie, le Tao, en tout cas la bienveillance, tout simplement. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets que j'espère aussi passionnants et aussi prenants. À très bientôt et bonne continuation.